bonjour. Est-ce que vous savez où se trouve l'hôtel de ville, s'il vous plaît? Jacob Cohen, bonjour. Bonjour. Alors, nous sommes ici sur le pont d'Arcole. Juste derrière vous, on aperçoit un bout de Paris-Plage Oui. qui demain se transformera en Tel Aviv-sur-Seine. Oui. Et donc, l'agence Infolibre souhaitait vous solliciter pour connaître votre réaction sur ce petit bout de territoire israélien qui va s'implanter en plein Paris demain. Oui, c'est une opération qui fait partie de ces opérations de légitimation d'Israël, d'imposer l'État d'Israël, d'imposer l'idéologie israélienne, d'imposer le sionisme en France, disons de le rendre palpable, de le rendre amical, de le rendre souhaitable, proche des gens. Et quelle meilleure illustration que de le mettre dans le cadre de Paris-Plage. On est entre nous, on chante, on bronze, c'est formidable, la vie est belle. Et que c'est loin Gaza, que c'est loin les bombardements, que c'est loin tout ça. Et donc c'est vraiment une tentative probablement réussie, enfin en tout cas jusqu'à présent, pour faire d'Israël un partenaire idéal, un partenaire de paix, un partenaire de réjouissance et faire oublier toutes les atrocités qui ont été commises il y a seulement un an. Alors justement, il y a pas mal de gens qui ont dénoncé ceci, mais la mairie de Paris a dit « Oh, il ne faut pas faire d'amalgame, Tel Aviv est une ville progressiste, c'est une bulle en Israël, elle n'est pas représentative du gouvernement israélien, des colons, mais pourtant Tel Aviv reste la capitale de l'État juif. » Écoutez, d'abord, je ferai remarquer une chose, c'est que à Tel Aviv, il y a ce qu'on appelle la Kiria, c'est-à-dire un quartier. C'est un quartier où se concentre l'état-major israélien. C'est-à-dire c'est vraiment un quartier comme, imaginons maintenant on est à côté de l'île Saint-Louis, ça serait quasiment l'équivalent de l'île Saint-Louis, donc avec ses bureaux, ses immeubles, c'est probablement ses agents secrets, ses études d'état-major. Donc déjà il y a l'état-major, il y a le centre nerveux de l'économie israélienne, le centre nerveux de la culture israélienne, de la domination sioniste. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est que Tel Aviv a été construit sur des villages palestiniens qui ont été expropriés. Il s'est étendu sur Gaza, dont 90% de la population originaire a été expropriée. Et donc, s'il y a effectivement un mouvement à Tel Aviv qui est proche de la gauche, qui proteste de temps en temps, on ne peut pas non plus transformer Tel Aviv en ville de résistance ou en ville d'opposition, sinon où irait-on? Voilà. Le but du sionisme, c'est de jouer justement sur ces deux tableaux, c'est-à-dire un système d'oppression et en même temps tolérant ou favorisant même une opposition qui marche dans le système pour présenter une image bienveillante, une image de tolérance. Mais c'est la pratique du sionisme qui se présente en deux visages. Le visage de la violence, de la domination, et un visage disons, d'humanisme, de résistance, mais qui tente de faire passer ou de faire oublier l'agression quotidienne du sionisme. Alors visiblement, l'organisation de cet événement se serait décidée en mai dernier lors de la visite d'Anne Hidalgo et d'une partie de son bureau à Tel Aviv. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot là-dessus? Moi, je crois que ça a été décidé depuis longtemps. En fait, et là, j'ai envie de faire une parenthèse sur le travail en profondeur des Sayanim. Comme j'ai expliqué, les Sayanim agissent le plus souvent en visage couvert. Est-ce que tout d'abord on peut définir ce qu'est un Sayanim pour les internautes? D'accord. Les Sayanim sont des juifs sionistes qui travaillent pour le Mossad, qui sont recrutés par le Mossad pour favoriser la politique israélienne, pour aider le Mossad dans ses diverses politiques. Et donc il y aurait probablement, j'estimerais qu'il y aurait entre 3000 et 5000 Sayanim en France. Donc ils sont très nombreux dans les médias, ils sont très nombreux dans la publicité, dans la politique, dans l'économie, dans la finance, etc. Et justement là,
ça me donne l'occasion de donner une illustration d'un Sayan qui s'appelle Patrick Gluckman, qui a été président de l'Union des étudiants juifs de France, donc déjà un poste stratégique, ô combien stratégique, qui a toujours été pour Israël. Et donc, ce monsieur qui est avocat de profession, il a comme clientèle, entre autres, Bernard-Henri Lévy, les Femen, Caroline Fourest, il a représenté les intérêts de la famille de Gilad Shalit, Julien Drey, naturellement, et Omar Sy. Et là, je voudrais ouvrir une parenthèse. Omar Sy nous a gratifié il y a très peu de 2 déclarations intéressantes qui vont tout à fait dans le sens du CRIF, c'est-à-dire il ne faut pas importer le conflit israélo-palestinien en France, c'est-à-dire il ne faut pas du tout critiquer la politique israélienne parce que ça crée des tensions. Et deuxièmement, il s'est déclaré incompétent pour dire ce qu'il pensait du conflit. Donc Omar Sy, il a probablement été séduit lors des quelques dîners par la faconde de Patrick Gluckman et il a répété ses déclarations. Et Patrick Gluckman fait partie du Conseil de Paris. Il a été nommé par Anne Hidalgo adjoint aux relations extérieures, à la coopération internationale et à la francophonie. Et à ce titre, il a dû faire plusieurs voyages à Tel Aviv ou en Israël aux frais de la princesse, aux frais de la ville de Paris. Et là-bas, on a dû lui demander, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour favoriser la pénétration israélienne, une autre facette de la pénétration israélienne en France, la rendre légitime, la rendre souhaitable. Et donc il a dû probablement imaginer, à mon avis, ce n'est pas un Hidalgo qui a imaginé ça, c'est plutôt lui qui a imaginé cette fête qui devrait être une fête franco-israélienne. Et voilà un Sayan qui, et le pire si on veut, c'est ça passe inaperçu, son nom n'est jamais cité. Alors qu'en fait, pour moi, c'est vraiment un Sayan qui a dû être au centre de cette opération. Une petite seconde. Du coup, demain, nombre d'organisations pro-palestiniennes ont décidé de venir manifester contre cet événement. Est-ce que vous serez présent et sinon, est-ce que vous soutenez tout de même ce mouvement ? D'abord, dès que je l'ai su, il y a une semaine, et c'est pour ça d'ailleurs, j'étais même surpris quand on m'avait contacté une dizaine de jours, on m'avait dit qu'il y aurait quelque chose le 13 août, je tombais des nues, et je pense que le fait que ça a été tenu secret ou discret, ils voulaient jouer le fait de la surprise, et donc finalement il y a une grande mobilisation à laquelle je participe de toutes mes forces, sur Facebook, sur mes pages, etc. Et donc j'encourage évidemment à partager l'information au maximum, les images, les vidéos et même la participation. Il est très probable que je viendrai faire un saut ici et tâter un peu la température, voir un peu ce qui se passe, bien sûr. Au moins je viendrai pour voir et éventuellement participer, partager le combat avec les militants. Alors on prévoit une grosse présence policière, Oui. Il y a un trouble à l'ordre public pour cette manifestation culturelle qui va être manifeste. Et pourtant on connaît des humoristes qui ont vu leur spectacle interdit à cause de potentiels troubles à l'ordre public. Oui. Et pourtant là, ça pose pas de problème finalement. Oui, je crois que ça avait été une manifestation pro-palestinienne qui allait créer autant de troubles. Je crois qu'elle aurait été interdite. On aurait dit, vous voyez, on est ici en été, on veut s'amuser, on veut fêter. Mais évidemment, le gouvernement actuel, toute la France, elle n'a rien à refuser au lobby judéo-sioniste. Donc ils vont faire venir, on estime à 300 000 militaires ou policiers pour protéger ce bout de terre. 300. Et en même temps, probablement, il y en aura d'autres qui seront à côté, prêts à déferler. Non, mais de toute façon, on le sait, il y a 2 poids 2 mesures. Quand il s'agit de protéger le sionisme, de protéger les organisations judéo-sionistes, l'État français ne recule devant rien, même en violant la loi. Par contre, dès qu'il y a
si c'est pour interdire de donner ou pour interdire toute manifestation pro-palestinienne ou des conférences dans des universités pro-palestiniennes, comme à Paris 8, là, évidemment, la moindre menace sur l'ordre public est tout de suite mise en avant pour interdire. Bon, ça, de toutes les façons, nous avons l'habitude. La France, c'est deux poids, deux mesures, tout pour Israël, tout pour le sionisme. Et le lobby, il peut dormir sur ses deux oreilles. Ça sera très bien protégé. Donc, si je comprends bien, c'est pas demain la veille qu'on verra un Gaza sur scène avec spectacle son et lumière, reconstitution de bombardements de l'année dernière. Malheureusement, ça ne sera pas demain la veille. Ça continuera encore pour un bon bout de temps. Je ne suis pas optimiste là-dessus. C'est toutes les forces. Et d'ailleurs, il n'y a qu'à voir, à part quelques députés d'extrême gauche qui ont osé manifester, même le Front National, il a critiqué. C'est vrai, on a vu Florian Philippot, Voilà. Valérand de Saint-Just, Voilà, tous voilà. pour Tel Aviv sur scène. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Ils ont dit que comment une si grande démocratie, comment on peut dire ça, enfin, tous ces députés, comment il s'appelle, le président de l'Assemblée nationale, enfin, Claude Bartolone, mais c'est vraiment, il y a eu le cœur des progressistes, des démocrates, etc., voler au secours de l'État d'Israël. C'est dramatique, c'est vraiment dramatique, cet appui à un État terroriste, à un État qui pratique l'apartheid, à un État qui a assassiné 2000 personnes, dont 500 enfants sous des bombardements, à un État qui vole des terres, enfin c'est un État qui pratique la détention administrative. Il y a des centaines de Palestiniens qui sont enfermés sans jugement, sans procès, sans avocat, et pas le moindre mot là-dessus. Et on veut fêter, et on veut célébrer, et vive le soleil, et vive la liberté, la plage. C'est indécent, c'est indécent. Je pense que la France, elle traverse une période terrible de son histoire. Cette soumission à l'idéologie judéo-sioniste, cette soumission au lobby, cet oubli des droits élémentaires des droits de l'homme, cet oubli, cette absence de condamnation vraiment de la militarisation, des actions militaires. Il n'y a pas de mots pour qualifier tout ça et je pense que l'histoire jugera très très mal cette période. Et Jacob Cohen, je vous remercie d'avoir accordé cet entretien à l'agence Info Libre. C'est moi qui vous remercie.